Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Jérôme Dédéian. Bonjour. Bonjour Charlie. Tu es le président de mon partenaire Patrimoine, donc une plateforme de conseil et d'épargne en ligne. Alors, pour commencer l'émission, tu vas devoir rencontrer une start-up. C'est la séquence David rencontre Goliath. Et vous parlerez un peu de vos sujets communs. Ensuite, tu auras la séquence en coulisses. On va vraiment plutôt parler de ton parcours de dirigeant et aussi aujourd'hui de ton quotidien. Et on terminera par la séquence l'interview chrono, donc qui est une série de questions-réponses assez rapides. Super. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et on passe tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Et donc la start-up qui te fait face, c'est Helios. Et donc je suis ravie d'accueillir sa PDG, Maëva Courtois. Bonjour. Bonjour. Alors on dit parfois qu'Helios c'est alors soit une écobanque, soit une néobanque verte, soit une banque qui finance l'écologie, transition écologique. Mais bon, en gros concrètement, qu'est-ce que tu fais au-delà de essayer de caser Helios dans une case? Au-delà de caser Helios dans une case, l'objectif d'Helios, c'est de pouvoir permettre aux Français de financer la transition écologique. Donc on y répond avec différents secteurs de la banque de détail, on propose des comptes courants, des comptes joints, mais aussi la banque plus investissement avec de l'épargne et de l'assurance vie. Et l'objectif, c'est de flécher finalement l'argent qu'on peut avoir sur ces comptes en banque vers des entreprises à impact, des entreprises qui vont aider à transformer l'économie de demain et puis surtout de sortir l'argent des Français des énergies fossiles, des secteurs qui représentent un risque pour le climat. Donc on essaie petit à petit de construire la gamme de produits de la banque de détail pour être une alternative qui finance la transition écologique. Alors est-ce que tu connaissais ou pas? Alors je ne connaissais pas Helios, mais je suis allé regarder évidemment. J'ai appris plein de trucs. En fait, j'ai 80% de constats et d'engagement partagés avec Maëva et son équipe sur le financement à impact, le fait que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, il n'a de valeur que l'usage qu'on en fait, et qu'on peut le flécher à des endroits où il peut éventuellement faire plus de bien qu'à d'autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point parfaitement compréhensible. Je suis allé regarder et j'ai mon compte bancaire principal est dans une des banques qui est classée par Helios, qui les a toutes screenées comme à peu près vertueuses, une filiale du Crédit Mutuel de Strasbourg. Donc, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et j'étais assez content. Et évidemment, moi, dans mon métier aujourd'hui, de conseil en gestion de patrimoine avec notre équipe, on partage ces constats-là et on n'a pas attendu que ce soit réglementaire pour demander les préférences extra-financières de nos clients et essayer de flécher leur épargne vers de l'investissement à impact. Donc tout ça, on le partage. Avec, je crois, en plus, le fait que le positionnement d'Helios sur le métier de transformateur bancaire. J'ai des dépôts, et puis je vais affecter cette ressource à des emplois, et j'essaye de le flécher au bon endroit. C'est vraiment le financement des entreprises qui sont à la fois une énorme partie du problème et la solution. Et donc, si on met l'argent au bon endroit, on fait pivoter les entreprises, et c'est quand même comme ça qu'on lutte le mieux contre le réchauffement climatique et nos problèmes environnementaux, parce que les entreprises sont vraiment la plus grosse partie du problème, quoi. Est-ce que là, ce sujet là, de tout ce qui est de la finance durable, si on fait le gros trait, je trouve que ça, depuis que vous êtes lancé, il y a de plus en plus d'engouement, ou ça reste quand même cantonné encore à une petite partie de la population? Comment est-ce que tu vois les gens réagir? Déjà, il y a un premier sujet de faire comprendre le lien entre banque et écologie. Donc déjà, c'est tout un sujet de pédagogie. Ceux qui travaillent en finance, ils le comprennent très bien. Dès qu'on l'explique, en fait, c'est très compréhensible. Quand l'argent, c'est le nerf de la guerre, soit cet argent est utilisé pour financer une entreprise A qui va investir dans des actifs polluants et donc polluer derrière, soit l'argent va être utilisé dans une entreprise B, donc là je suis un peu binaire, mais qui pourra proposer des nouveaux types de services, de nouveaux types de produits qui sont plus respectueux de l'environnement, du climat, de la biodiversité. Donc, premier sujet, c'est de faire prendre conscience de ce problème ou de cette opportunité. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même énormément d'évolutions dans le secteur bancaire, heureusement, de manière positive. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, moi je travaillais en finance de marché, l'écologie, c'était pas un sujet. 4-5 ans plus tard, on a commencé à en parler puisque c'est devenu réglementaire
comment est-ce qu'on intègre l'environnement dans les décisions d'investissement. Ça reste quelque chose qui est assez difficilement compatible avec les besoins premiers, en tout cas d'un gérant ou d'un trader, qui est rentabilité, risque, et c'est ça qu'on regarde. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire comprendre déjà les opportunités d'investir dans la transition, et puis surtout, en fait, comment dire, on a, en tant que financier, on a une responsabilité sociétale autre que juste purement business commercial. Et cette responsabilité sociétale, c'est de participer à construire l'économie de demain. Donc, je pense que c'est un gros marché parce que le marché des gens qui prennent conscience de la transition écologique augmente. Et puis, les banques commencent aussi à se saisir du sujet. Et là, vous, chez vos clients aussi, il y a cette prise de conscience ou pas? Oui, maintenant? Oui, elle est là. Alors, on les aide un peu. Et après, on en a qui sont non consommateurs absolus de principes d'investissement responsable ou de transition. Mais c'est vraiment une minorité aujourd'hui, alors que c'était vraiment une minorité qui était consciente de ça et qui voulait travailler dessus il y a encore 10 ans. Donc il y a vraiment un mouvement remarquable. Le seul petit point sur lequel je vais préparer pour dire ça à Maëva, parce que j'ai quand même bien regardé, il y a un truc sur lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais on est d'accord sur l'essentiel, c'est que le fait d'exclure le financement dans un certain nombre de secteurs de façon méthodique, mécanique, en disant ça c'est non, etc., et notamment les fossiles, peut, comme l'argent est fongible, peut empêcher ces boîtes-là de trouver du financement pour pivoter. Or, comme la transition, elle se déroule sur une durée longue, parce qu'on ne peut pas d'un seul coup débrancher les pétrolières, débrancher le nucléaire si on ne veut pas de nucléaire, moi j'en veux, mais voilà, parce que je pense que c'est une partie de la solution, il y a bien un moment où on doit pouvoir faire pression avec son investissement, même sur des boîtes qui sont dans des secteurs qu'on souhaite exclure, pour les faire pivoter, parce que c'est leur pivot à eux qui va avoir le plus d'impact. Donc là-dessus, sur le modèle, on ne sera pas forcément complètement aligné sur l'organisation de la chose. Non, mais je pense que je suis plutôt d'accord. Le sujet, c'est une question de structure, de taille de boîte. Nous, il faut que le message soit clair, il faut aussi que l'engagement soit clair, c'est-à-dire que même pour un client, d'avoir la compréhension que en fait, évidemment que l'économie, c'est pas tout blanc, tout noir, et qu'il n'y a pas les méchants et les gentils d'un côté. Pour autant, ça peut être vite confusant d'entendre je finance quand même des acteurs du fossile parce que j'attends qu'ils se transforment, et qu'en fait, en termes de stratégie, la transformation n'est pas là et on ne finance pas. Je suis d'accord, il faut que le message soit clair et lisible, surtout quand on veut faire démarrer une nouvelle marque dans le secteur financier, ce qui est très dur. Il y a 24 ans, j'étais dans la situation de Maëva. J'ai monté ma première boîte qui s'appelait Novacy avec 2 associés. On a fait le premier robot advisor full web, transactionnel, à base de gestion indicielle, parce qu'on pensait à l'époque que la gestion active n'avait pas de valeur. Je suis un peu revenu dessus avec la maturité. Et en fait, c'est la face nord d'essayer de faire démarrer une marque. Et donc, si la promesse n'est pas claire, si on la dilue, si elle est confusante, on n'attrape pas de clients. Voilà. Alors, c'est un conseil à lui donner rapidement. Alors, moi, je pense que Maëva et son équipe, ils sont au début d'un parcours qui est pas du tout fini et sur lequel ils vont surmonter sûrement toutes les difficultés qu'on met devant eux. Pour le moment, on va dire que Helios, je le vois comme une start-up fintech responsable qui applique un peu ou essaye d'appliquer un peu la théorie du monopole contestable. C'est-à-dire qu'on est un aiguillon et que notre simple présence va faire bouger les mastodontes dont on dénonce la consommation de carbone, les investissements, etc. Ça, c'est super comme positionnement, mais ça ne suffit pas à faire une entreprise durable et profitable. Et donc, il va falloir que ce soit rentable un jour, lever suffisamment d'argent jusqu'à ce que ce soit rentable, je pense que ce n'est pas encore tout à fait le cas, que ce soit rentable, et qu'on saura si le pari est gagné le jour où Helios sera passé du stade de fintech, levant de l'argent pour aiguillonner les grands établissements bancaires, avec un discours vraiment différent, à banque de plein exercice avec ses agréments, là on change de dimension, et profitable. Et ce jour-là, en fait, on va dire que David sera devenu tellement gros que par la théorie de l'évolution naturelle, il aura fait pivoter Goliath, on l'espère, et peut-être même tuer un certain nombre de Goliaths pour prendre leur place. Merci Jérôme, et puis merci beaucoup Maëva d'être venue. Merci à vous. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, on vient de parler avec une start-up, mais en fait, toi, tu as aussi créé ta start-up il y a quand même quelques années, il y a 24 ans, exactement. C'était comment de créer une start-up il y a 24 ans? Alors, d'abord, c'était un truc d'entrepreneuriat qui me semblait une évidence, avec 2 associés, qui sont mes associés historiques. On s'était rencontrés dans le conseil en stratégie, chez Kearney.
Après, chacun, un bref passage comme cadre non révolutionnaire de grands groupes après nos études, ça ne nous allait pas. Donc on se retrouve dans le conseil, on était très heureux. Et on était vraiment, à l'époque, au début de l'Internet. Et on s'est dit qu'il y avait moyen de faire des choses extraordinaires dans les services financiers de détail en utilisant l'Internet en service client, en amélioration du service client, de la qualité de la gestion. Et donc on avait inventé le premier, ça s'appelait le portefeuille interactif. Je me souviens très bien, on avait déposé le cartouche à l'INPI, etc. On avait inventé le premier robot advisor. Ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Et on l'a branché sur des contrats d'assurance vie. On s'est planté, puisqu'on a oublié de mettre des clients. Je disais à Maëva tout à l'heure que créer une marque dans le secteur financier de détail, from scratch, c'est quand même la face nord. Et du coup, on a repositionné la boîte en épargne salariale, c'est-à-dire sur la gestion des plans d'épargne des entreprises, pour les salariés des entreprises, et améliorer le service de ce métier qui était en fait un gros back-office sans service aucun. Ça a beaucoup mieux marché. C'est comme ça que je suis rentré dans le métier de l'épargne salariale avec mes associés historiques. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle est devenue Alors, elle a été... donc, évidemment, il a fallu qu'on relève des fonds, on a eu plein de problèmes réglementaires, etc. Et donc, on l'a adossé au groupe Generali, l'assureur, qui en a repris le contrôle, et c'est devenu Generali Épargne Salariale. Voilà. Et donc, j'ai lu que tu aurais pu aussi reprendre l'entreprise de ton père, mais finalement, tu ne l'as pas fait. Voilà, alors, entreprise familiale, puisque montée par mon grand-père et mon grand-oncle, dirigée par mon père. Et mon frère et moi, nous avons un jour, et ça c'est un truc, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion, nous avons invité notre père à déjeuner pour lui expliquer pourquoi nous ne reprendrions pas l'entreprise familiale, qui était pourtant une très belle boîte de courtage d'assurance, tout à fait respectable, un des 50 premiers courtiers français à l'époque. Et en fait, il y avait un sujet d'actionnariat familial qui faisait que le plan stratégique de la boîte ne pouvait pas être bon, parce qu'on ne pouvait pas jouer la consolidation du secteur. Or, il aurait fallu qu'on joue la consolidation du secteur pour que la boîte perdure et qu'on la développe. Donc ça, c'est pas fait. J'ai toujours dit... à mon père que ce qu'on lui devait, c'était un nom respectable dans le secteur et tout ce qu'il nous avait transmis. Et quand j'avais des rendez-vous avec des DRH dans mes aventures entrepreneuriales ultérieures et qui me demandaient quel rapport j'avais avec lui, je l'appelais après pour lui dire voilà ce que tu nous as laissé. Les gens m'ont regardé avec beaucoup avec un regard bienveillant et en pensant que j'étais un gars honnête et compétent parce qu'ils te connaissaient. Voilà. Donc je regrette pas parce que nos parcours respectifs, mon frère, ma sœur et moi, nous satisfont tout à fait. Le seul truc que je reproche à cette affaire, c'est que je n'ai jamais pu travailler avec mon frère et que j'aurais adoré. Ah. Et alors après, quand tu as monté RS, donc là, spécialiste aussi en épargne salariale, tu m'as pas travaillé avec ton frère, mais alors comment tu as choisi ton associé alors d'abord, c'était au départ avec mes deux associés historiques, ceux que j'avais rencontrés chez Kearney, tout ça c'est une affaire de rencontre. Et ils sont plus intelligents que moi, donc j'aurais jamais pu entreprendre sans eux. Et puis avec un quatrième qui dirigeait... après une première aventure entrepreneuriale d'une boîte qu'il avait revendue aux caisses d'épargne, qui s'ennuyait un peu et qui est venu co-entreprendre. Donc on est passé d'une partnership de 3 personnes à une partnership de 4 personnes. Et on a développé RS pendant une bonne quinzaine d'années, jusqu'au moment où on trouvait le temps un peu long et on a pensé que c'était le moment de notre équipe. Et donc on a organisé un scénario de transition en donnant les clés à des gens qui étaient plus jeunes que nous, qui travaillaient avec nous depuis des années, qui étaient super. Et on a bien fait, puisque depuis qu'on leur a filé les clés, en 4 ans, ils ont plus que doublé la taille de l'entreprise. Donc il était peut-être temps qu'on s'en aille, en fait. Voilà. Oui, c'est important aussi, la succession, on n'en parle pas bien souvent. Bien sûr, et moi, quand je rencontre des dirigeants, je fais ça toute la journée, je vois des patrons partout en France, etc., des patrons et des patronnes. Très souvent, j'en vois, soit on va dire que chaque jour qui passe les éloigne un peu plus de l'âge de la retraite, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont passé l'âge légal et ils n'ont rien prévu pour leur scénario de transition, soit ils ne sont pas clairs dans leur tête sur quel est mon scénario de transition idéal. Et moi, j'aime bien avoir cette conversation très en amont avec eux, et c'est pas du tout technique, c'est vraiment humain, parce que transmettre à ses enfants, s'ils peuvent, s'ils en ont les compétences, si c'est possible, sans léser ceux qui ne seront pas opérationnels dans la boîte qu'on transmet à ceux qui la reprendront, ou vendre au plus offrant et partir en courant, ou organiser une transition au profit de gens avec qui on travaille, pour faire tourner la partnership et faire monter les plus jeunes qui vous ont accompagné jusqu'à ce que vous preniez une retraite bien méritée de dirigeant et de dirigeante. C'est pas du tout le même cahier des charges. Et il faut être clair, je pense, avec sa posture de dirigeant sur le scénario de transition qu'on veut. Et ensuite, on trouve la technique, le financier, le fiscal, la formation, l'accompagnement. Tout ça s'organise. Mais il faut être clair dans ses bottes sur son scénario de transition. C'est un truc très important à dire au patronat français, en fait. Ouais. Et il y a une chose que j'ai notée là pendant l'aventure RS, c'est que vous aviez monté une fondation
la Fondation RS. Est-ce que je trouve, qu'évidemment, c'est une initiative qui est évidemment noble, qui finance la réinsertion dans l'emploi, le sport, le logement. Comment est-ce qu'on crée une fondation dans l'entreprise? Comment on s'entoure? C'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Alors d'abord, c'est pas moi qui l'ai créé. Enfin, c'est RS qui l'a créé. Évidemment, j'étais le président du groupe, donc voilà. Mais c'est vraiment mes associés qui ont porté ce projet avec nos équipes. Même si je m'y suis intéressé de très près, je continue à m'y intéresser évidemment de très près. En fait, on s'est rendu compte que les 4 partenaires de la société, avec tous nos salariés actionnaires, parce que dans mes boîtes, dès que c'est possible, tout le monde est actionnaire, c'est très important pour moi, on avait nos causes. Et que comme notre entreprise était un des moyens de financer les causes qu'on défendait, chacun de nous venait défendre auprès des autres, est-ce qu'on peut mettre 1 000 € par-ci, 10 000 € par-là sur telle initiative, plus que nous demandaient nos collaborateurs qui avaient des engagements associatifs, etc. Et on s'est dit un jour que le total des charges que ça représentait, qui étaient des budgets qui commençaient à être un peu significatifs, on avait la chance de pouvoir le faire, en fait, c'était pas du tout structuré, et surtout que c'était beaucoup un truc des patrons de la boîte, et moins un truc de nos équipes. Et donc on a dit on va structurer. Et donc on a regardé tout ce qu'on finançait. On s'est rendu compte que c'était miraculeux. Le point commun, c'était la réinsertion. Par tous les moyens. Par le logement, par le sport, par la langue, par la formation, par l'emploi, etc. Et donc le propos de monter la Fondation RS, c'est de structurer ça, évidemment d'y flécher le plus d'argent possible et de permettre de mettre une cohérence dans toutes ces actions-là et de faire monter nos collaborateurs dans la barque, puisque nos équipes sont venus nous proposer des projets qui passent avec un filtre, un comité indépendant, etc., mais dans lesquels ils peuvent avoir une implication avec du temps qu'on leur donne pour s'en occuper. Okay. Et donc c'était un super truc. Alors au passage, c'est une de nos fiertés, on a créé le premier fonds d'épargne salariale de partage. C'est-à-dire que les clients payent leurs frais de gestion, donc on leur sert une performance nette de ces frais de gestion. Ces frais de gestion, normalement, ils viennent rémunérer le travail de la société de gestion. Et en fait, on s'est engagé à reverser à la Fondation RS la moitié des frais de gestion de ce fonds. Et donc les clients décident s'ils veulent mettre dedans, et nous, on flèche une partie de l'argent, et c'est une des sources de financement de cette fondation. Et alors après, pourquoi se lancer dans une deuxième aventure? C'était quoi l'idée derrière pour créer ton partenaire patrimoine? Tu veux quoi comme réponse? Tu veux une réponse super perso ou tu veux une réponse corporate? Un peu, oui, quand même. La réponse perso, elle est très très simple. Moi, j'aime bien faire. Je m'épanouis dans l'action, dans le faire, etc. Et évidemment, l'honnêteté, c'est un truc incroyable. Comment de dire que j'aurais pu m'arrêter de travailler pour de l'argent, mais que avec ma petite dernière qui à l'époque était en 3e, qui part à l'école tous les matins, t'as pas tellement envie de lui expliquer qu'en fait papa va aller être alcoolique à Uccle, réfugié en Belgique, et que il se lève à 11h du matin, voilà. Donc c'est pas le sujet, donc ça allait pas du tout, à la fois sur le plan de mon énergie que j'ai besoin d'employer, et puis de l'exemplarité et du fait que je suis encore suffisamment jeune pour pouvoir faire des choses, quoi. Voilà. Donc j'en ai remonté une. Nouvelle aventure, nouvelle équipe. Alors je suis un peu quand même resté dans le secteur financier, parce que c'est évidemment un secteur que j'aime beaucoup et dans lequel je m'épanouis pas mal. Et je me suis dit, on va devenir distributeur et plus fabricant. Et de fait d'avoir côtoyé pendant des années des distributeurs de produits financiers qui étaient notre réseau de distribution chez RS, m'a donné envie de vivre leur vie, parce que tu es beaucoup plus proche du client final et que c'est un métier de conseil et très humain qui me plaît beaucoup. Voilà. Et j'ai lu que tu assumais être un très mauvais contremaître. Gérer tes équipes, c'était pas trop ton fort. Alors, ouais, j'ai appris durement dans ma vie d'entrepreneur que j'étais pas forcément un très bon manager. Il faut le savoir reconnaître. Donc moi, je suis un assez bon chef scout, pour dire les choses simplement. Donc je sais très bien animer un comité de direction, parler à des gens qui sont mes associés, avoir des idées, motiver tout le monde, faire des vannes. Bon, ça, je sais très bien faire. Développer commercialement. Normalement, je suis un des premiers développeurs de mes boîtes, pas le seul, mais un des premiers développeurs. En revanche, je suis très mauvais pour gérer, on va dire, un très grand nombre de gens dans des tâches d'exécution où il faut éventuellement donner des instructions très fines et relever les compteurs. Ça, je suis pas bon. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup évolué dans la façon de structurer mes boîtes. Et en fait, je dirige volontiers, avec exaltation, j'adore ça. Mais je ne suis pas l'opérationnel clé qui gère les équipes. Il faut pas que je le sois. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Oui. Ni plus humble. Par contre, tu es donc en faveur, on a un petit peu parlé de l'actionnariat salarié. Est-ce que tu penses que c'est fait pour toutes les boîtes ou pas? Alors non, surtout pas. Je suis un engagé de la cause. Oui. C'est-à-dire que je pense que quand une entreprise, ses actionnaires, ses dirigeants, sont en situation d'ouvrir le capital de l'entreprise à tous ceux et celles qui travaillent, je pense que l'entreprise va plus loin
Et c'est un truc de bon sens. Et même si on ne le fait pas par grandeur d'âme, on le fait presque par cynisme financier, je vais jusqu'au bout, parce qu'il vaut mieux être propriétaire de 95 ou de 90% d'un truc qui va se développer et se valoriser, plutôt que d'être propriétaire de 100% d'un truc qui tombera ou qui ne se développera pas, faute d'avoir su attirer, motiver et recruter les bonnes personnes. Par ailleurs, je suis un peu catho, voire très catholique, et dans la doctrine sociale de l'Église, il y a un truc qui dit qu'un travailleur dans une entreprise, le simple fait que par son travail, il utilise l'outil de travail et le transforme, eh bien, il se crée un droit de propriété sur la boîte. Et je pense que c'est très vrai. Voilà. Donc, dès que je peux, d'abord, dans mes boîtes, j'essaye d'ouvrir le capital à tout le monde. Et dans les boîtes que j'accompagne, parce que c'est une de mes activités, j'accompagne des boîtes, notamment aujourd'hui moins de grands groupes, parce que j'ai cette liberté-là, et que c'est plus marrant de travailler pour des PME non cotées, familiales, sous LBO avec des fonds, etc. Je dessine et je mets en œuvre beaucoup de schémas d'actionnariat salarié qui permettent aux boîtes d'aller plus loin. Pour répondre à ta question, c'est pas pour toutes les boîtes, parce qu'en fait, il y a deux éléments essentiels. Il faut que la composition actionnariale soit d'accord. Donc tu vois, boîte familiale, si oncle Roger et tante Germaine, qui sont actionnaires mais pas opérationnels, pensent qu'on va spolier la famille si on ouvre le capital, tant que tu n'as pas leur accord, il ne faut pas le faire. Parce que tu vas au-devant de graves ennuis de gouvernance. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a un sujet de posture du dirigeant, puisque quand tu ouvres le capital de ta boîte, on va dire il y a un avant et un après, et après, rien n'est plus comme avant. Autrement dit, tes salariés qui sont au capital à tes côtés, ils ont des droits et devoirs d'actionnaires. Et dans les droits, il y a l'information, il y a le vote, même s'ils sont minoritaires, sur la rémunération du dirigeant, il y a tout ça. Et si tu n'es pas prêt personnellement en tant que dirigeant ou dirigeante à fournir l'information, ouvrir, être transparent, faire collaborer les gens à la stratégie, mettre ta rémunération sur la table de façon transparente, etc., ben, il ne faut surtout pas le faire jusqu'à ce que tu sois prêt. Voilà. Sinon, tu vas au-devant de graves ennuis, que tu n'extrairas pas la valeur managériale et tu vas souffrir en tant que dirigeant, alors que justement, ce que tu cherches à faire, c'est faire des co-entrepreneurs. Et alors, tu es aussi investisseur à côté dans pas mal d'entreprises. C'est quoi pour toi le but? Est-ce que c'est juste d'investir, c'est purement financier? Ou alors que tu es là aussi un petit peu pour, alors on appelle ça le give back, c'est dans le monde des startups, mais de redonner un petit peu? Alors, moi, j'ai été très, très bien accompagné par mes associés en premier. Hein. Je disais qu'ils étaient plus intelligents que moi et que j'aurais pas pu entreprendre sans eux. Mais j'ai eu aussi beaucoup de bonnes fées qui se sont penchées sur mon berceau de jeune homme, de jeune professionnel. Je suis un peu moins jeune aujourd'hui. Et donc, c'est génial de pouvoir accompagner des boîtes d'entrepreneurs qui démarrent et ou qui sont à un stade de développement où elles ont besoin de changer des choses dans le management, dans la structuration, etc. Et comme j'ai vécu cette expérience-là, j'adore en faire profiter les gens, si je peux, et y consacrer du temps. Et donc, quand je mets de l'argent dans une entreprise, il y a d'abord évidemment la mission de l'entreprise, son objet social qui m'intéresse beaucoup. Donc là, je trie quand même un peu. Mais il y a aussi le fait que si je le fais, c'est parce que je pense que je peux avoir une utilité. Et donc, voilà, j'ai plutôt tendance à investir dans des boîtes dans lesquelles je suis un peu impliqué. Et pas forcément dans la finance. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais investi dans la cour d'Orgère, maître artisan confiturier. Mais oui, alors je suis dans la construction navale, je suis dans la mesure d'empreinte carbone, je suis dans la décarbonation d'événements, je suis dans le transport à la voile de palettes pour produits de luxe, pour décarboner le transport maritime. Je suis dans plein de trucs. Mais la cour d'Orgère est mon premier investissement non coté significatif, aux côtés des deux filles fondatrices, Marie-Charlotte et Verena Dequeux, qui sont extraordinaires. On sort de la journée des femmes, là, c'est deux patronnes de PME géniales. Et en fait, alors je suis très gastronome, et j'étais client, et elles font des confitures haute couture délicieuses, traditionnelles, créatives, sucrées au fructose naturel du fruit, avec un index glycémique très bas, etc. Elles font un produit d'une telle qualité que c'était extraordinaire de vivre cette aventure avec elles. Et comme c'était mon premier investissement hors finance, c'est la première fois de ma vie que je me retrouvais à avoir une influence ou au départ dans une boîte où on pouvait toucher le produit. Oui. Et donc j'ai trouvé ça génial, et cette aventure dure depuis plus de 10 ans et c'est super. Et tu suis. Et alors, j'ai aussi vu que tu es sur Tout sur mes finances, donc tu es associé aussi de ça, donc qui est plutôt la média. Donc on ne touche pas non plus le produit. Est-ce que tu trouves aussi que c'est encore une autre activité? Est-ce que diriger comme un média, ça n'a rien à voir avec diriger une boîte? Alors, rien à voir, parce qu'on a des journalistes, c'est pas toi qui vais expliquer ça, avec leur carte de presse et tout. Alors, c'est pas moi qui le dirige, c'est mon associé Jean Damien, mais évidemment, je m'y intéresse de très près, et on a fait pas mal de choses ensemble sur cette boîte-là, qui est société sœur de mon partenaire patrimoine. Hein. On a un modèle industriel, les deux sont liés. En fait, ce que j'adore dans ce média, c'est qu'il est grand public et qu'il est vraiment thématique finance personnelle. Et donc, il essaye de rattraper à sa manière
l'extraordinaire déficience de compréhension des thématiques financières de la population française, parce que ça devrait presque être enseigné à l'école. Et comme ça n'est pas fait à l'école, on pourra peut-être faire bouger ça un jour, il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Et donc il y a des gens qui le font, Bismart le fait. Nous, à notre manière, on contribue avec du contenu pédagogique pour, on va dire, vulgariser au maximum la prise en main de leurs finances par les gens. Et ça, c'est important. C'est un combat intéressant, je trouve. Et j'ai lu aussi dans une interview que tu disais qu'il te restait quelques années de travail en tant qu'entrepreneur. Ouais. Est-ce que là, déjà, tu prépares encore une fois ta succession ? Alors, oui. Et d'ailleurs, plus j'avance, plus les boîtes dans lesquelles je suis investi, et ce sera vrai, j'espère, pour mon partenaire patrimoine, ce sera des scénarios de transition dans lesquels l'équipe aura un rôle clé à jouer. Et puis, on n'est pas éternel. Il y a un moment où c'est la place aux plus jeunes. J'ai aussi d'autres choses à faire. J'ai des engagements qui ont démarré. Maintenant que je suis un peu plus maître de mon temps, des engagements caritatifs. Et donc, un jour, ils prendront le... Enfin, voilà, ma vision, je suppose qu'on m'en verra, mais ma vision, c'est qu'un jour, le caritatif représentera 100% de mon temps travaillé. Voilà, au fur et à mesure, ok. Exactement. Et donc, il y aura forcément une transition. Et puis l'honnêteté aussi, j'avais dit ça à Stéphane Soumier une fois, sur ce plateau, il y a très longtemps, quand Bismart a été lancé, il m'a dit quand même, Jérôme, avoue-le, t'espères faire un peu plus de bateaux qu'avant. Et la réponse est évidemment, j'espère faire un peu plus de bateaux qu'avant. Et juste, en quelques mots, tu as mentionné un moment le fait d'être catholique, c'est quelque chose dont tu parles ouvertement en entreprise ? Oui, moi je ne cache rien, je ne cache rien de ma foi, elle n'est pas honteuse, évidemment. Alors, par les temps qui courent, c'est parfois difficile d'être catholique. L'Église est remplie d'insuffisances. Et mais quand on a eu la chance, et je considère que c'est une chance de faire une rencontre personnelle, en fait, ça irrigue un peu votre vie. On est un peu décalé par rapport à sa vie, quoi, de tous les jours. Et c'est un puissant moteur. Ouais. Voilà. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on va pouvoir passer à l'interview chrono. Alors, j'ai lu que tu chantais du classique. Ouais. Alors, qui est ton compositeur préféré ? Gabriel Fauré. Quelle application tu l'utilises le plus sur ton téléphone ? WhatsApp. Tous mes groupes. Alors, imaginons que je suis jeune, active, ce qui est vrai, je démarre dans la vie. Par où est-ce que je dois commencer pour me constituer un patrimoine ? Alors, c'est facile, revenus et charges. Est-ce qu'il y a un excédent ou pas ? Voilà. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que tu apprécies, qui t'inspire ? Oui, alors j'ai déjà cité Marie-Charlotte Everen de la Cour d'Orgère avec qui je bosse depuis des années, mais je vais citer une femme avec qui j'interagissais encore hier soir, Christine Rioux-Ferron, qui a repris l'entreprise Rioux Glace de sa famille et qui est une dirigeante inspirée. Je l'ai aidée à faire l'ouverture du capital de sa boîte, de tout le groupe, à tous les collaborateurs, y compris les ouvriers des sites industriels et tout. Et c'est une super patronne. Voilà. Wow. Tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok ? Alors, je suis LinkedIn pour évidemment animer mon réseau professionnel, mais je suis obligé de dire que l'endroit où je me marre le plus, c'est Insta. C'était quoi ton dernier investissement ? Mon dernier investissement, très bonne question, c'est un bridge. Donc, en langage financier, ça veut dire on remet dans une boîte qu'on a commencé à financer de la société Birdiefish, qui fabrique un dériveur à foil, donc un truc de voile légère, et qui va être le hobby 16 de demain, le hobby 416 de demain, j'en suis sûr. Voilà. Et c'était quoi le métier que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Très bonne question. Alors, je n'en savais rien et je n'en ai rien su pendant très très longtemps. Et tes dernières vacances, c'était Mes dernières vacances, Saint-Gervais, beaucoup de rando. Beaucoup de rando. En montagne. Voilà. Eh bien, écoute, super, merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions et puis même d'être venu nous voir sur le plateau de Smart Boss. Merci à vous d'avoir regardé cette émission et moi je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.